Je voudrais d'abord vous remercier Anne-Laude de m'avoir permis d'être le parrain de cette promotion. J'en étais très ému quand vous me l'avez proposé, et encore plus aujourd'hui de vous voir, parce que je n'avais jamais imaginé que je puisse être le parrain d'une promotion de major. Moi, j'ai commencé une scolarité qui n'était pas tout à fait dans les cordes, on va dire, et sinueuse. Et donc, je n'avais pas les notes pour entrer en 6e. Donc, je suis allé au collège technique pour faire une formation professionnelle. Et donc, ça m'allait bien parce que je voulais faire menuisier. Donc, déjà, vous voyez, j'ai toujours aimé bricoler. C'est important de savoir bricoler. Et donc, dans la section au collège technique de Mazamet dans le Tarn, où j'ai atterri, il n'y avait pas de place dans la section menuiserie. Et donc, on m'a mis ajustage sur métaux. Et donc, on vous fournit à la première année de votre CAP un bloc de métal et 3 limes, la douce, l'allemande et la bâtarde. Et vous limez. 1 an, on lime. Le morceau, il est comme ça à l'entrée. À la fin, il est petit. Et vous avez une sanction permanente. Il faut limer plat, il faut limer d'équerre. Et donc, vous avez les enseignants comme ça qui sont là pour... Voilà. Et là, pour moi, j'ai retrouvé, si vous voulez, un goût pour l'apprentissage. J'ai retrouvé une voie, si vous voulez, parce qu'il y a l'atelier, mais il y a aussi le dessin technique, la technologie de construction, et c'est quelque chose qui est un ancrage dans la réalité, et on est jugé sur des choses que l'on fait soi-même, sur des choses qui touchent la vie en général, et donc ça m'a permis de revenir dans un parcours scolaire. J'ai eu la chance de bénéficier de la création du bac technique, et j'ai orienté vers le bac. J'en profite pour signaler qu'avec ce parcours qui est particulier, après j'ai fait médecine, que j'ai été fléché par l'Éducation nationale. Et donc j'interviens régulièrement pour dire qu'effectivement, quand on n'a pas, je dirais, la structure pour répondre aux critères de la voie, de l'éducation, il y a peut-être à un certain moment une autre voie que l'on peut prendre, qui est la voie professionnelle. Et j'en profite pour le dire aux parents qui sont là. Vous n'avez peut-être pas que des majors dans la famille, mais il y a peut-être des majors qui s'ignorent dans autre chose. Et je le répète, la formation après la 3e d'une formation professionnelle, qui est quelque chose qui vous réinsère dans l'existence, dans la vraie vie, vous permet de reprendre confiance et de revenir dans le cursus scolaire. Voilà la petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ma trajectoire. Alors, après le bac technique, j'ai fait des études de médecine, j'ai fait ça à Toulouse. En mai 68, j'étais en 2e année de médecine, on avait des AG, et dont une AG, à un moment donné, c'était un peu la fin, j'ai le sentiment qu'on s'épuisait un peu. Dans une des AG que nous avions, il y avait 2 thématiques. L'autogestion des universités, pas rien, et pour ou contre le doyen. Et donc, déjà, l'autogestion des universités, ça manquait un peu de compétences. Et après, pour ou contre le doyen, tout le monde était contre, bien sûr, mais personne ne savait réellement à quoi servait le doyen. Je me souviens de ça, et à ce moment-là, je dis, on a atteint la limite, je suis parti. Et je suis allé à l'hôpital, et je demandais à un chef de clinique si je pouvais assister aux opérations. Et là, tous les matins du mois de juin, du mois de juillet, j'étais là, jusqu'au jour où arrive une urgence de la main, et l'interne n'était pas là, et le chef de clinique qui me voyait fidèle à mon poste, persévérant tous les jours, a dit à la chef de bloc, qui s'appelait Madame Massat, « Habillez Étienne ». Donc je vous rejoins. J'étais habillé ce jour-là pour la première fois. Ça a été une révélation pour moi parce qu'effectivement, je retrouvais le travail manuel dans l'exercice de la médecine. La chirurgie, c'est un travail manuel. Et donc, j'ai passé le concours d'internat. J'étais interne en chirurgie. J'ai choisi l'orthopédie. En orthopédie, on met des vis, des plaques, des broches. On fait des gorges. Moi, j'avais un CAP, vous voyez. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut se faire des outils dans la vie. Multiplier ses performances, multiplier ses capacités qui vous permet de vous adapter. Alors, ensuite, j'ai continué ce parcours. J'étais au pôle Nord, vous l'avez signalé, en solitaire, à 40 ans. Je pensais que ça allait être un retour pour moi dans la médecine et la fin de cette vie d'aventure, parce que pendant 12 ans, j'ai mis mes compétences de médecin au service d'expédition. Donc, j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, Everest, pendant 12 ans, et je gagnais ma vie en faisant de la médecine générale. J'avais arrêté la chirurgie qui demande vraiment d'exercer tous les jours. Et je suis revenu de
cette expédition au pôle Nord, c'était mon histoire. Vous voyez, j'étais équipier, quand vous êtes avec Tabarly, vous êtes équipier, etc. Là, j'étais le patron. J'avais inventé l'histoire. J'avais trouvé les moyens techniques et financiers pour les réaliser. Je l'avais réussi et je suis revenu, si vous voulez, avec... C'est un parcours, il faut de la persévérance. Hein. C'est un parcours extrêmement compliqué. J'ai réussi à résister à toutes les tentations de l'abandon qui étaient constantes. Et j'ai réussi à passer pendant 63 jours, prendre ce chemin jusqu'au pôle Nord. Et je suis revenu avec 2 outils intéressants. Un début de notoriété. C'est un outil social intéressant, la notoriété. Vous arrivez dans un restaurant, on vous dit c'est complet, on vous reconnaît, on vous trouve une place. Vous voyez, c'est les petits trucs sympas de la notoriété. Mais surtout, je suis revenu avec une confiance en moi. Cette histoire-là, je l'avais inventée, j'avais trouvé les moyens pour la faire, et je l'avais réussi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça va être ma vie. J'aimais cette notion d'expédition depuis tout petit, je suis né à la campagne, dans une région de Tarn où il y a du vent d'automne qui souffle fort. Quand il y avait de la neige, je m'imaginais faire des expéditions. Et voilà, en fait, que je suis resté fidèle à cette idée de l'enfance de faire des expéditions. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc j'en tire la conclusion que quand vous avez quelque chose qui vous allume, vous voyez, une idée, ça a été sûrement faire du droit pour vous. À un moment donné, vous avez une idée, quelque chose, vous avez le sentiment que vous êtes en harmonie, le corps est en harmonie avec ce choix-là. Je dis, toutes les cellules du corps sont heureuses. Vous voyez, vous avez le sentiment d'avoir trouvé quelque chose qui va drainer votre énergie, drainer votre vie. Et puis des fois, on s'y engage, mais on se rend compte que c'est compliqué, il y a de la concurrence, puis finalement, c'est pas ça. Il faut revenir à cette étincelle, à cette lumière, parce que c'est comme la passion, c'est comme l'amour, c'est de la biochimie. À un moment donné, il s'est créé quelque chose, vous avez ça en vous. Donc, il faut avancer sur le chemin des choses que vous avez rêvées, sachant pertinemment que la voie n'est pas toute droite, elle n'est pas facile, même si c'est ce que vous avez choisi. Il y a des seuils à passer dans la vie. Hein? Le jour où on a l'idée, on achète du matos, on s'organise, puis après il faut se le coltiner. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de travail, que c'est plus compliqué qu'eux, mais ça fait rien, il y a quelque chose qui vous a allumé, c'est ça, la persévérance. Continuez sur ce chemin-là. Quoi que l'on entreprenne dans la vie, on a des seuils à passer. Des seuils, on arrive à un niveau, à un seuil de compétence, il y a de la concurrence, on ne comprend pas. Travaillez. Faites cette part du chemin constante à travers le travail. Quand on fait une part du chemin, la vie fait le reste pour vous. Vous allez faire une rencontre, des fois un truc simple. Vous allez voir un bon film. Vous ressortez de là, vous remettez au boulot, vous avez le sentiment que vous avez envie de faire quelque chose de bien de votre vie. Mais c'est ça. Moi, quand je parle de mes expéditions, on se dit, mais pour vous, c'est facile, vous avez la passion. La passion, Tintin, c'est comme le feu. Si vous ne mettez pas des bûches, ça s'arrête. Et les bûches, elles ne sont pas tout le temps au fond du jardin. Des fois, il faut aller loin pour les chercher, mais des fois, comme je vous dis, une rencontre, une lecture, quelque chose qui fait que tout d'un coup, vous avez passé un seuil, vous avez compris, et on repart sur un nouveau palier. La vie, c'est une succession de choses comme ça. Ça demande bien sûr du travail. Alors souvent, on entend que le travail, c'est quelque chose qui est une contrainte, qu'il faut défendre, machin et tout. On passe quand même l'essentiel de sa vie à travailler, donc il faut quand même que ce soit quelque chose qui fasse plaisir. Sinon, c'est une torture permanente, quoi. Et donc, le travail, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui est constructif, qui fait partie, bon, des fois je suis fatigué, mais ça fait partie de la distraction. Le travail, c'est important, et à la poursuite de son existence, c'est important aussi d'expliquer aux autres ce que l'on fait. Je vous donne un exemple. J'ai été le parrain d'une promotion de thésard au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Je ne sais pas si vous avez lu l'intitulé des thèses de 3e cycle en biologie, on ne le comprend pas. Et donc, il y a une dizaine qui se sont mis autour de moi me disant « c'est pas avec ça qu'on va trouver du boulot ». Et c'est évident que quand vous avez fait une thèse sur l'ADN de la 3e patte du scarabée doré, vous n'avez pas beaucoup de chance avec cette chose-là. Par contre, est-ce que vous avez fait l'effort, et je m'adresse aussi à vous, d'expliquer à votre famille, à vos copains, à votre ami, ce sur quoi vous travaillez, de manière à ce qu'ils vous comprennent et qu'ils aient envie de vous écouter. Et en fait, quand on est pédagogue, c'est-à-dire être pédagogue de ce propre travail, de ce que l'on fait, c'est une façon
de comprendre la vie et de lire où est-ce que vous allez pouvoir insérer vos compétences dans la marche du monde. Moi, j'ai des jeunes qui viennent me voir en me disant « Est-ce que vous ne voulez pas me parrainer parce que j'ai un beau projet ?» Donc je regarde le projet, je dis « C'est sympa, il a l'air sympa, tu as l'air compétent. » Et puis il me dit « Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à trouver de l'argent ?» J'ai dit « Non. Non, parce que moi aussi j'en cherche, on est concurrents. Mais surtout, profite de ce que tu as ce projet, tu es habité par quelque chose pour apprendre à l'insérer dans la marche du monde. Apprends. Et alors c'est comment? C'est apprendre à téléphoner. Alors au début, ils font des dossiers comme ça, on a tous ce défaut-là, on veut tellement mettre qu'on sait de choses que mais une personne importante qui est très occupée n'a pas le temps de lire tout ça. Et c'est tout ce travail permanent dans l'existence qu'il faut faire. Soyez pédagogue. Trouvez les 2 ou 3 phrases qui résument ce que vous faites de manière à ce que les autres aient envie de vous écouter et d'en savoir davantage. C'est comme ça, effectivement, qu'on s'insère plus facilement dans la vie. Alors, j'ai fait des choses qui étaient des fois pas dans les canons des standards, d'une manière générale. Je donne un exemple, j'ai inventé un bateau qui s'appelait Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui, qui a été fait pour la glace. J'ai dessiné ce bateau avec un objectif de faire une espèce de coquille de noix qui échapperait à l'écrasement par la banquise. Donc je l'ai fait dessiner, etc. Arrivent les censeurs, le Bureau Veritas. Et le Bureau Veritas, il regarde ce truc-là, il regarde l'histoire de l'exploration polaire, il me dit « Votre bateau, qu'est-ce qu'il a? Il est comme les autres, il va se faire écraser. » Donc je n'arrivais pas à convaincre les experts. Ça, c'est un boulot, convaincre les experts. Si vous voulez, l'audace, c'est au-delà de la frontière où vous amène l'expert. Donc il faut voir cette audace à un moment donné de défendre un projet qui n'est plus dans les canons. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer un copain qui était à Mathelem avec moi et qui était prof de mécanique à Supaéro. Et il me dit, on vient de recevoir un programme Katia Aviation. Là, je vous parle en 1987. Un programme Katia Aviation où en fait c'était un programme en 3 dimensions, on faisait du transfert de contraintes. Il me dit, il n'y a pas d'élèves à Supaéro au mois de juillet, si tu veux, on regarde ça. Il m'a fait un dossier merveilleux, je suis allé amener ça au Bureau Veritas, il n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Donc c'est ce travail des fois qu'il faut faire de convaincre les autres. Donc qu'est-ce que j'avais dit à vous dire? Restaurer un positivisme de l'inconnu. C'est pas parce que c'est inconnu que c'est impossible. Vous voyez? Un positivisme de l'inconnu. J'étais à Stanford, j'ai pas étudié à Stanford, mais j'ai un copain là-bas, donc j'y vais de temps en temps. Il y a des réunions où il est interdit d'émettre une pensée négative. Vous voyez? On peut tout dire. Surtout pas, on a essayé, ça ne marche pas, puis il y a machin, c'est compliqué. Non, on se lâche. La liberté de s'exprimer, prenez la liberté de dire les choses. C'est fondamental. Vous voyez, je travaille sur un projet d'un bateau vertical. Là, pareil, il faut convaincre. Mais si on avait demandé à des scientifiques de l'université, qui sont des spécialistes de l'océan austral, et dessinez-moi une campagne océanographique sur l'océan austral, ils auraient pris un bateau classique, mais qui n'est pas adapté. Moi, j'avais la liberté d'inventer un nouveau bateau. Et après, il faut le faire valider effectivement par le monde. Donc, vous voyez, il faut faire le facteur en permanence entre votre rêve et la réalité. C'est quelque chose que l'on doit faire en permanence, convaincre. Alors, vous êtes des majors de promotion. Le droit, c'est un livre éternel, quoi. C'est des gros livres, mais il y a à côté des livres blancs, c'est-à-dire des nouveaux livres à écrire. Le monde avance très très vite. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, vous êtes des pionniers, en fait. Soyez inventifs, créez des nouvelles choses, octroyez-vous la liberté de faire des propositions, de sortir des standards pour créer des nouvelles lois, des nouvelles règles qui seront adaptées. Faites-vous des outils, on a parlé de l'informatique. J'en profite pour faire une parenthèse sur l'anglais. J'imagine que vous êtes fluent English, j'imagine. C'est fondamental. Le monde, si vous voulez, le véhicule utilitaire, c'est l'anglais. Alors quand je fais des interventions dans les lycées, et là j'ai dit, il faut apprendre l'anglais. Voilà. Toujours la même moue, apprendre l'anglais. Je dis, l'anglais, c'est pas une langue. L'anglais, c'est un outil. C'est un outil universel aujourd'hui.
Il faut pouvoir comprendre et s'exprimer sans se fatiguer pour comprendre, essayer de comprendre ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai appris l'anglais au collège technique de Mazamet dans le Tarn avec un professeur qui n'avait pas dépassé le nord du département. Donc, on partait de très très loin. Et je vous donne un exemple. J'ai 5 minutes, je vous donne un exemple. A cat is an animal. Non, c'était forme affirmative, il roulait les airs en plus. Forme affirmative. A cat is an animal, repeat after me. Alors, chacun disait a cat is an animal, bien. Après, il fait forme interrogative, is a cat an animal? Alors, il y avait le silence dans la salle, quoi. Il fait, is a cat an animal? Eh bien, yes. Voilà. Ça, c'était les cours d'anglais du collège technique. Bon, j'ai fait des progrès depuis, mais j'ai tellement ramé que je me dis qu'à votre âge, il faut s'y mettre. Hein? Donc, faites-vous des outils. L'anglais est un outil supplémentaire à vos compétences. Alors donc, je vais conclure par une phrase que j'aime bien. Soyez les explorateurs engagés de votre temps. Et je la répète, soyez les explorateurs engagés, j'ai bien dit, de votre temps, pour devenir les acteurs du monde de demain. Merci.